Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons entamer notre 7e module intitulé Les malwares. Donc, nous allons essayer de commencer par définir le concept de malware. Il faut savoir que les logiciels malveillants sont des logiciels qui tentent d'endommager ou de désactiver les systèmes informatiques. Ils vont donner un contrôle limité ou total des systèmes cibles aux créateurs du logiciel malveillant, et ceci afin de pouvoir commettre des activités malveillantes telles que le vol ou la fraude. Ces programmes malveillants incluent les virus, les vers, les chevaux de Troie, les rootkits, les portes dérobées, les botnets, les ransomware, les logiciels espions, ce qu'on appelle les spyware, les logiciels publicitaires, les scareware, les scrapware, les whoreware, les crypteurs, les keyloggers, etc. Ceux-ci peuvent supprimer des fichiers, ralentir les ordinateurs, voler des informations personnelles, voire même envoyer des spams ou commettre des erreurs ou de la fraude. Ces logiciels malveillants peuvent effectuer diverses activités malveillantes, allant de la simple publicité par courrier électronique au vol d'identités complexes ou bien le vol de mots de passe. Les programmeurs de ces logiciels malveillants développent et utilisent ces outils pour attaquer les navigateurs web et suivre les sites web visités, essayer de ralentir les systèmes et dégrader leurs performances, provoquer des pannes matérielles en rendant les ordinateurs inutilisables, voler les informations personnelles, y compris la liste de vos contacts, effacer les informations précieuses qui entraînent une perte de données substantielle, ou bien attaquer des systèmes informatiques supplémentaires directement à partir d'un système compromis. Alors, comme vous le voyez ici, il existe différentes manières pour les logiciels malveillants de s'introduire dans un système. Va commencer par les applications de messagerie instantanée. Il faut savoir que dans ce cas de figure, l'infection peut se produire via des applications telles que Facebook Messenger, WhatsApp, LinkedIn Messenger, Google Hangout ou d'autres. Les utilisateurs courent des risques élevés lorsqu'ils reçoivent des fichiers via ces messageries instantanées. Peu importe qui envoie le fichier ou d'où il est envoyé, il existe toujours un risque d'infection via un cheval de Troie. L'utilisateur ne peut jamais être sûr à 100% de qui se trouve à l'autre bout de la connexion à un moment donné. Par exemple, si vous recevez un fichier via une application de messagerie instantanée d'une personne connue telle que Bob, vous essaierez d'ouvrir ou de visualiser le fichier. Il pourrait s'agir d'une astuce par laquelle l'attaquant, ayant piraté l'identifiant de messagerie et le mot de passe de Bob, souhaite propager des chevaux de Troie dans la liste des contacts de Bob afin de piéger davantage de victimes. Le deuxième moyen de propager les malwares peut se faire via les supports matériels portables ou bien via les périphériques amovibles. Il faut savoir que les supports tels que les flash, les lecteurs flash, les CD ou DVD, les disques durs externes peuvent également injecter des logiciels malveillants dans un système. Un moyen simple d'injecter des logiciels malveillants dans le système cible consiste à utiliser un accès physique. Par exemple, si Bob accède au système d'Alice en son absence, il peut alors installer un cheval de Troie en copiant le logiciel du cheval de Troie de sa clé USB sur son disque dur. Un autre moyen d'infection par les logiciels malveillants sur support portable consiste à utiliser la fonction autorun. L'exécution automatique, également appelée lecture automatique ou démarrage automatique, est une fonction Windows qui, si elle est activée, exécutera un programme exécutable lorsqu'un utilisateur insère un CD ou DVD dans un plateau du DVD-ROM ou connecte un périphérique USB. Les attaquants peuvent exploiter cette fonctionnalité pour exécuter des logiciels malveillants avec de véritables programmes. Ils placent un fichier autorun.inf contenant le malware sur un CD-ROM ou un DVD-ROM ou un périphérique USB et incitent les gens à l'insérer ou à le brancher dans leur système.
parce que de nombreuses personnes ne sont pas conscientes des risques encourus. Leurs machines sont vulnérables aux logiciels malveillants de type autorun. Il faut savoir qu'un fichier autorun.inf peut contenir, par exemple, open equal setup.exe, icon égale setup.exe. Pour atténuer une telle infection, il suffit de désactiver la fonctionnalité de démarrage automatique et de suivre certaines instructions pour désactiver le démarrage automatique. Par exemple, sous Windows, on peut cliquer sur Démarrer. On va invoquer notre console gpedit en tapant tout simplement gpedit.msc dans la zone Démarrer la recherche et on va appuyer sur Entrée. Vous serez invité probablement à saisir le mot de passe administrateur ou bien de faire une simple confirmation. Dans ce cas-là, vous allez cliquer sur Autoriser. Sous la configuration de l'ordinateur, vous allez développer le modèle d'administration. Ensuite, vous allez développer les composantes Windows. Puis, vous allez cliquer sur la stratégie de lecture automatique. Dans le volet détail, il suffit de désactiver la lecture automatique. Alors, le troisième type de propagation connue, c'est ce qu'on appelle les bugs du navigateur ou du logiciel de messagerie. Il faut savoir que les navigateurs web obsolètes contiennent tous des vulnérabilités qui peuvent présenter un risque majeur pour l'ordinateur de l'utilisateur. Une visite sur un site web malveillant à partir d'un tel navigateur peut automatiquement infecter la machine sans télécharger ni exécuter le programme. Le même scénario se produit lors de la vérification du courrier électronique avec Outlook Express par exemple ou un autre logiciel présentant des problèmes bien connus. Encore une fois, il est possible d'infecter le système de l'utilisateur sans même télécharger de pièces jointes. Pour réduire ces risques, il est fortement recommandé d'utiliser la dernière version des navigateurs ou des logiciels de messagerie et de les mettre à jour régulièrement. La quatrième approche, c'est la gestion des correctifs non sécurisés. Il faut savoir que les logiciels non corrigés présentent un risque élevé. Les utilisateurs et les administrateurs informatiques ne mettent pas à jour leur logiciel d'application aussi souvent qu'ils le devraient. Et de nombreuses attaques de nombreux attaquants en profiteront, si vous voulez, de ces vulnérabilités. Les attaquants peuvent exploiter les logiciels non sécurisés en injectant le logiciel contenant les logiciels malveillants susceptibles d'endommager les données stockées sur les systèmes de l'entreprise. Ce processus peut conduire à des failles de sécurité importantes, telles que le vol de fichiers confidentiels ou bien des informations d'identification de l'entreprise. Certaines applications qui se sont révélées vulnérables et ont été corrigées. Ceci va inclure Microsoft Office, par exemple, à travers différentes CVE, le framework de .NET, le serveur Exchange, notamment dans sa dernière version, les composants Microsoft Graphics, les failles dans Docker dans Azure, les vulnérabilités existantes dans le Microsoft SQL Server RCE, le RDP RCE. Donc, là, c'est pour cela qu'on dit que la gestion des correctifs doit être efficace pour atténuer les différentes menaces. Il est essentiel d'appliquer des correctifs et de mettre régulièrement à jour les logiciels programmes, aussi récents soient-ils. La cinquième approche, c'est ce qu'on appelle l'approche via les leurres ou bien les applications malveillantes. Il faut savoir que les attaquants peuvent facilement inciter une victime à télécharger des applications ou des programmes gratuits. Si un programme gratuit prétend être doté de fonctionnalités telles qu'un carnet d'adresses, l'accès à plusieurs comptes octrois et d'autres fonctions, de nombreux utilisateurs seront tentés de l'essayer. POP3, pour Post Office Protocol version 3, est un protocole de transfert de courrier électronique. Si une victime télécharge des programmes gratuits et les qualifie de fiables, les logiciels de protection tels que les logiciels antivirus parviendront pas à indiquer l'utilisation d'un nouveau logiciel. Dans cette situation, un attaquant reçoit un email, des mots de passe de compte octroie, des mots de passe mis en cache et des frappes de clavier par email sans se faire remarquer. Les attaquants prospèrent aussi grâce à leur créativité. Prenons par exemple dans
le cas dans lequel un attaquant va créer un faux site web, par exemple Audio Galaxy, pour télécharger des MP3. Il pourra générer un tel site en utilisant par exemple 15 Go d'espace pour les MP3 et en installant tout autre système nécessaire pour créer l'illusion d'un site web. Cela peut tromper les utilisateurs en leur faisant croire qu'ils téléchargent simplement à partir d'autres utilisateurs du réseau. Cependant, le logiciel pourrait agir comme une porte dérobée et infecter des milliers d'utilisateurs naïfs. Certains sites web proposent même des liens vers des logiciels anti-chevaux de Troie, incitant ainsi les utilisateurs à leur faire confiance et à télécharger des logiciels gratuits infectés. La configuration comprend un fichier readme.txt qui peut tromper presque tous les utilisateurs. Par conséquent, tout site de logiciel gratuit nécessite une attention particulière avant de télécharger un logiciel à partir de ce dernier. Les webmasters de portails de sécurité renommés, qui ont accès à de vastes archives contenant divers programmes de piratage, doivent agir de manière responsable en ce qui concerne les fichiers qu'ils fournissent et doivent les analyser, souvent avec des logiciels antivirus et anti-chevaux de Troie, pour garantir que leur site est exempt de chevaux de Troie et de virus. Supposons qu'un attaquant soumette un programme infecté par un cheval de Troie, par exemple un inondateur UDP, au webmaster d'une archive. Si le webmaster n'est pas vigilant, l'attaquant peut profiter de cette opportunité pour infecter les fichiers du site avec le cheval de Troie. Les utilisateurs qui utilisent un logiciel ou une application web doivent analyser leur système quotidiennement. S'ils détectent un nouveau fichier, il est essentiel de l'examiner. En cas de soupçon sur le dossier, il est également important de le transmettre vers les laboratoires de détection de logiciels pour une analyse plus approfondie. Il faut savoir qu'il est facile d'infecter des machines à l'aide de logiciels gratuits. Des précautions supplémentaires sont donc obligatoires. La sixième recommandation, ou plutôt la sixième manière d'infecter ou de pénétrer dans un système, consiste à utiliser les sites non fiables et les applications logicielles web gratuites. Donc, un site web peut être suspect s'il se trouve chez un fournisseur de sites web gratuit ou s'il propose des programmes pour des activités illégales. Il faut savoir qu'il est très risqué de télécharger des programmes ou des outils situés sur des sites clandestins. Par exemple, le logiciel Neuroticat, car ils peuvent servir de conduit à une attaque de chevaux de Troie sur les ordinateurs cibles. Les utilisateurs doivent évaluer les risques élevés de visiter de tels sites avant de les parcourir. Il faut savoir que de nombreux sites web malveillants ont une apparence professionnelle, des archives volumineux, des forums de commentaires et des liens vers d'autres sites populaires. Les utilisateurs doivent analyser les fichiers à l'aide d'un logiciel antivirus avant de les télécharger. Ce n'est pas parce qu'un site a l'air professionnel qu'il est pour autant sûr. Téléchargez aussi toujours les logiciels populaires à partir de leur site d'origine ou miroir officiellement dédié à cet effet, et non à partir de sites tiers proposant des liens vers des soi-disant mêmes logiciels. La septième approche consiste en le téléchargement des fichiers depuis Internet. Il faut savoir que les chevaux de Troie pénètrent dans un système lorsque les utilisateurs téléchargent des applications Internet telles que les lecteurs musicaux, les fichiers, les films, les jeux, les cartes de vœux et les économiseurs d'écran à partir de sites web malveillants. Pensons qu'ils sont légitimes. Les macros Microsoft Word et Excel sont également utilisés efficacement pour transférer des logiciels malveillants. Et les fichiers Microsoft Word et Excel malveillants téléchargés peuvent infecter les systèmes. Les logiciels malveillants peuvent également être intégrés dans les fichiers audio-vidéo ainsi que dans des fichiers de sous-titres vidéo. La huitième approche consiste à utiliser des pièces jointes aux emails. Il faut savoir qu'une pièce jointe à un email est le moyen le plus courant de transmission de logiciels malveillants. La pièce jointe peut prendre n'importe quelle forme et l'attaquant utilise des idées innovantes pour inciter la victime à cliquer et à télécharger la pièce jointe. La pièce jointe peut être un document, un fichier audio, un fichier vidéo, une brochure, une facture,
une lettre d'offre de loterie, une lettre d'offre d'emploi, une lettre d'approbation de prêt, un formulaire d'admission, une approbation de contrat, etc. On va prendre un premier exemple. L'ami d'un utilisateur effectue des recherches et l'utilisateur aimerait savoir plus sur le sujet de recherche de son ami. L'utilisateur envoie un email à l'ami pour se renseigner sur le sujet et attend une réponse. Un attaquant ciblant l'utilisateur connaît également l'adresse mail de votre ami. L'attaquant codera simplement un programme pour remplir faussement et renvoyer un email dans le champ 2 et joindre un cheval de Troie à l'email. L'utilisateur vérifiera l'email et pensera que l'ami a répondu à la requête dans une pièce jointe. Il va télécharger la pièce jointe, il va l'exécuter, sans penser qu'il pourrait s'agir d'un cheval de Troie, ce qui entraînera une infection. Certains clients de messagerie tels qu'Outlook Express présentent des bugs qui exécutent automatiquement des fichiers joints. Pour éviter de telles attaques, utilisez des services de messagerie sécurisés. Examinez les en-têtes des emails contenant des pièces jointes, confirmez l'adresse email de l'expéditeur et téléchargez la pièce jointe uniquement si votre expéditeur est légitime. La neuvième approche, c'est la propagation via le réseau. Il faut savoir que la sécurité des réseaux constitue la première ligne de défense pour protéger les systèmes d'information contre les incidents liés au piratage. Cependant, divers facteurs tels que le remplacement des pare-feux du réseau et les erreurs des opérateurs peuvent parfois permettre au trafic Internet non filtré d'entrer dans les réseaux privés. Les opérateurs de logiciels malveillants tentent continuellement de se connecter à des adresses situées dans les plages d'adresses Internet appartenant aux cibles pour rechercher une opportunité d'accès, sans entrave. Certains malwares se propagent via leurs réseaux technologiques. Par exemple, le Blaster démarre à partir de l'adresse IP d'une machine locale ou d'une adresse complètement aléatoire et tente d'infecter des adresses IP séquentielles. Même si les attaques par propagation réseau tirant parti des vulnérabilités des protocoles réseau courants, par exemple SQL Slammer, n'ont pas été répandues récemment, le potentiel de telles attaques existe toujours. La dixième approche consiste en ce qu'on appelle le partage de fichiers. Si NetBIOS via son port 139 et FTP via son port 21 et SMB via son port 45 sont ouverts sur un système ou parce qu'on fait un partage de fichiers ou bien à l'exécution à distance, ils peuvent être utilisés par d'autres pour accéder au système. Cela peut permettre aux attaquants d'installer des logiciels malveillants et de modifier les fichiers système. Les attaquants peuvent également utiliser une attaque DOS pour arrêter le système et forcer un redémarrage, afin que le cheval de Troie puisse se redémarrer immédiatement. Pour éviter de telles attaques, vous devez vous assurer que la propriété de partage de fichiers est désactivée. Pour désactiver l'option de partage de fichiers, il suffit d'aller vers votre panneau de configuration. Ensuite, vous allez partir vers l'option accéder au réseau Internet, partage, etc. Vous allez modifier les paramètres de partage avancés. Vous allez sélectionner un profil réseau sous la section de partage de fichiers d'imprimante et vous allez désactiver le partage de fichiers d'imprimante. Cela empêchera tout abus en matière de partage de fichiers. La 11e approche, c'est l'installation par d'autres logiciels malveillants. Il faut savoir qu'un logiciel malveillant est capable de commander et de contrôler d'autres applications, voire d'autres malwares. Il sera souvent capable de se reconnecter au site de l'opérateur du logiciel malveillant à l'aide de protocoles de navigation courants. Cette fonctionnalité permet aux logiciels malveillants présents sur le réseau interne de recevoir à la fois des logiciels et des commandes de l'extérieur. Dans de tels cas, le logiciel malveillant installé sur un système entraînera l'installation d'autres logiciels malveillants sur le réseau, causant ainsi des dommages à votre réseau. La dernière approche qu'on verra, c'est ce qu'on appelle le Bluetooth et les réseaux Wi-Fi. Il faut savoir que les attaquants vont utiliser les réseaux Bluetooth et Wi-Fi ouverts pour inciter les utilisateurs à s'y connecter. Ces réseaux ouverts disposent de dispositifs logiciels et matériels installés au niveau du routeur pour capturer le trafic réseau et les paquets de données, ainsi que pour trouver les détails des comptes des utilisateurs, y compris le nom d'utilisateur et les mots de passe.
Il y a d'autres techniques qui sont utilisées pour distribuer les logiciels malveillants sur le web. Pour certaines de ces techniques, on va citer quelques-unes. On va commencer par ce qu'on appelle le Black Hat Search Engine Optimization via les SEO. Alors, le Black Hat SEO, appelé aussi référencement contraire à l'éthique, consiste à utiliser des techniques de référencement agressif telles que le bourrage de mots-clés, l'insertion de pages de portes, l'échange de pages et l'ajout de mots-clés non liés pour obtenir un meilleur classement dans les moteurs de recherche pour des pages de logiciels malveillants. Nous avons une autre approche qui est le détournement des clics via l'ingénierie sociale. Les attaquants vont injecter des logiciels malveillants dans des sites web qui semblent légitimes afin d'inciter les utilisateurs à leur cliquer dessus. Lorsqu'on clique dessus, le malware va intégrer le lien et il va s'exécuter à l'insu et sans le consentement de l'utilisateur. Nous avons aussi ce qu'on appelle les sites de spear phishing. Donc, cette technique est utilisée pour imiter les institutions légitimes telles que les banques pour voler des mots de passe, des données des cartes de crédit et des comptes bancaires, ainsi que d'autres informations sensibles. Nous avons aussi le malvertising, ou bien ce qu'on appelle la publicité malveillante. Cette technique consiste à intégrer des publicités chargées de logiciels malveillants dans des canaux publicitaires en ligne légitimes, afin de propager des logiciels malveillants sur les systèmes des utilisateurs sans méfiance. Nous avons aussi le site web légitime compromis. Alors, les attaquants vont utiliser souvent ces sites web compromis afin d'infecter les systèmes avec des logiciels malveillants. Lorsqu'un utilisateur peu méfiant visite ainsi le site web compromis, il va installer sans le savoir le logiciel malveillant sur son système, après quoi le logiciel malveillant va effectuer les missions pour lesquelles il a été conçu. Nous avons le drive-by download. Là, il s'agit d'un téléchargement involontaire de logiciels via Internet. Ici, l'attaquant va exploiter les failles du logiciel de navigation pour installer des logiciels malveillants en visitant simplement le site web. Et pour finir, on va voir les emails indésirables. Là, l'attaquant va joindre un fichier malveillant à un email. Il envoie l'email à plusieurs adresses cibles. La victime est amenée à cliquer sur une pièce jointe et exécute ainsi le logiciel malveillant, compromettant ainsi sa propre machine. Cette technique est la méthode la plus couramment utilisée par les attaquants. En plus des pièces jointes aux emails, les attaquants peuvent également utiliser le corps d'une email pour intégrer le logiciel malveillant. Alors, maintenant, nous allons essayer de voir ensemble de quoi se compose un malware. Il faut savoir que les auteurs de logiciels malveillants et les attaquants vont créer des logiciels malveillants à l'aide de composants qui peuvent les aider à atteindre leurs objectifs. Ils peuvent utiliser des logiciels malveillants pour voler des informations et commettre autant d'actes malveillants qu'ils le souhaitent. Ces logiciels malveillants sont capables de se propager et de fonctionner secrètement. Certains composants essentiels à la plupart des programmes malveillants sont les suivants. D'abord, nous avons ce qu'on appelle le crypteur. Alors, c'est tout simplement un logiciel qui peut dissimuler l'existence d'un malware. Donc, les attaquants utilisent ce logiciel pour échapper à la détection des antivirus. Ils protègent les logiciels malveillants contre le reverse engineering ou l'analyse, ce qui rend difficile sa détection par les mécanismes de sécurité. Nous avons par la suite les downloaders. Alors, c'est tout simplement un type de cheval de Troie qui télécharge d'autres logiciels malveillants ou des codes malveillants et des fichiers provenant d'Internet sur un PC ou un appareil. Habituellement, les attaquants installent un téléchargeur lorsqu'ils accèdent pour la première fois à un système. Nous avons ensuite le dropper. Il s'agit d'un transporteur secret de logiciels malveillants. Donc, les attaquants vont intégrer des fichiers malveillants notoires dans ce dropper qui peuvent effectuer des tâches d'installation en secret. Les attaquants doivent d'abord installer le programme malveillant ou le code sur le système pour exécuter le dropper. Le dropper peut transporter du code malveillant et exécuter des logiciels malveillants sur un système cible sans être détecté par les scanners antivirus. Enfin, nous avons l'exploit, et là il s'agit de la partie du logiciel malveillant qui contient du code ou une séquence de commandes permettant de tirer parti d'un bug, d'une vulnérabilité dans le système, l'appareil numérique.
Les attaquants utilisent ce code pour violer la sécurité du système via des vulnérabilités logicielles afin d'espionner les informations ou d'installer des logiciels malveillants. En fonction du type de vulnérabilité exploitée, les exploits sont classés en exploits locaux et exploits distants. Enfin, aussi, nous avons les injecteurs. Ce programme va injecter des exploits ou du code malveillant disponible dans le malware, dans d'autres processus en cours d'exécution, et modifie la méthode d'exécution pour masquer ou empêcher son retrait. Nous avons les obfuscateurs. Alors, c'est tout simplement un programme qui dissimule le code malveillant d'un malware via diverses techniques, ce qui rend difficile la détection ou la suppression par les mécanismes de sécurité. Nous avons le packer. Ce logiciel compresse le fichier malveillant pour convertir le code et les données du malware dans un format illisible. Il utilise des techniques de compression pour emballer ce malware. Nous avons aussi ce qu'on appelle la payload ou la charge utile. C'est la partie du malware qui exécute l'activité souhaitée. Lorsqu'elle est activée, il peut être utilisé pour supprimer ou modifier des fichiers, dégrader des performances ou bien ouvrir des ports. Le code malveillant, ou bien ce qu'on appelle le code malicieux, il s'agit d'un morceau de code qui définit les fonctionnalités de base du logiciel malveillant et comprend les commandes entraînant des failles de sécurité. Il peut prendre les formes suivantes, telles que les applets Java, des contrôles ActiveX, des plugins de navigation, ou bien tout simplement un contenu poussé. Alors, on arrive vers une autre notion qu'on appelle les APT, pour Advanced Persistent Threats. Alors, une menace persistante avancée est définie tout simplement comme un type d'attaque réseau par laquelle un attaquant gagne un accès non autorisé à un réseau cible et restera dans ce réseau sans être détecté pendant un long moment. Le mot avancé signifie l'utilisation de techniques pour exploiter les vulnérabilités du système. Le mot persistant signifie le commandement et le contrôle externe qui extrait en continu les données et surveille le réseau de la victime. Le mot menace signifie l'implication humaine dans la coordination. Les attaques APT sont très sophistiquées. Et c'est des attaques dans lesquelles un attaquant va utiliser un code malveillant bien conçu avec une combinaison de plusieurs exploits zero day pour accéder au réseau cible. Ces attaques impliquent bien plusieurs techniques planifiées et coordonnées par lesquelles les attaquants effacent les preuves de leurs activités malveillantes. Activités une fois leurs objectifs atteints. Les attaques APT sont généralement effectuées sur des organisations possédant des informations précieuses, telles que des informations financières, de santé, de défense, ou bien des organisations de l'aérospatiale. L'objectif principal de ces attaques est d'obtenir des informations sensibles plutôt que de saboter l'organisation et son réseau. Alors, les APT présentent diverses caractéristiques sur la base desquelles les attaquants peuvent concevoir et modifier leurs activités. Pour réussir à lancer une attaque, selon les chercheurs de sécurité, certaines caractéristiques clés des APT sont les suivantes. D'abord, une APT doit avoir un objectif. Donc, l'objectif principal de toute attaque APT est d'obtenir à plusieurs reprises des informations sensibles en accédant au réseau de l'organisation pour obtenir des revenus illégaux. Un autre objectif d'une APT peut être l'espionnage à des fins politiques ou stratégiques. La deuxième caractéristique, c'est ce qu'on appelle l'opportunité. Elle fait référence au temps nécessaire à un attaquant pour évaluer les vulnérabilités du système cible et les exploiter pour obtenir et maintenir l'accès au système cible. La troisième caractéristique, c'est les ressources. Elle est définie comme la quantité de connaissances, d'outils et de techniques nécessaires pour mener une attaque. Les attaques APT sont des attaques plus sophistiquées, menées par des cybercriminels hautement qualifiés et qui nécessitent des ressources considérables. Prochaine caractéristique, c'est la tolérance au risque. Elle est définie comme le niveau jusqu'où l'attaque reste non détectée dans le réseau cible.
Les attaques APT sont bien planifiées et exécutées avec une bonne connaissance du réseau cible, ce qui les aide à rester longtemps indétectables sur le réseau. Enfin, nous avons les compétences et méthodes. Ce sont les méthodes et les outils utilisés par les attaquants pour mener une certaine attaque. Les méthodes utilisées pour réaliser l'attaque comprennent diverses techniques d'ingénierie sociale pour cueillir des informations sur la cible, des techniques pour empêcher la détection par les mécanismes de sécurité et des techniques pour maintenir l'accès pendant une longue période. L'avant-dernière caractéristique est ce qu'on appelle l'action. Il faut savoir que les attaques APT suivent un certain nombre d'actions techniques qui les différencient des autres types de cyberattaques. L'objectif principal de telles attaques est de maintenir longtemps leur présence dans le réseau de la victime et d'en extraire autant de données que possible. Enfin, nous arrivons au dernier point qui est le point de lancement de l'attaque et il fait référence aux nombreuses tentatives faites pour accéder au réseau cible. Ces points d'entrée peuvent être utilisés pour accéder au réseau et lancer d'autres attaques, ou bien pour réussir à obtenir un premier accès. L'attaquant doit mener des recherches exhaustives pour identifier les vulnérabilités et les fonctions de contrôle d'accès dans le réseau cible. Alors, nous avons aussi le nombre impliqué dans l'attaque. Il va définir le nombre de systèmes hôtes impliqués dans l'attaque. Donc, les attaques APT sont généralement menées par un groupe criminel ou une organisation criminelle et non pas par une seule personne. Nous avons les sources de connaissances, qui sont définies comme la collecte d'informations via des sources en ligne sur des menaces spécifiques qui peuvent être exploitées davantage pour mener certaines attaques. Nous parlons aussi de multiphase. C'est l'une des caractéristiques importantes des APT. Pourquoi? Parce qu'elles suivent plusieurs phases pour exécuter une attaque. Les phases suivies par une attaque APT sont la reconnaissance, l'accès, la découverte, la capture et l'exfiltration de données. Ils sont aussi caractérisés de s'adapter aux vulnérabilités. Il faut savoir que le code malveillant utilisé pour exécuter les attaques APT est conçu et écrit de manière à cibler des vulnérabilités spécifiques présentées dans le réseau de la victime. Une autre caractéristique, c'est la multiplicité des points d'entrée. Une fois qu'un adversaire pénètre dans le réseau cible, il établit une connexion avec le serveur pour télécharger du code malveillant en vue d'attaques ultérieures. Dans la phase initiale d'une attaque APT, l'adversaire crée plusieurs points d'entrée via le serveur pour maintenir l'accès au réseau cible. Si un point d'entrée est découvert et corrigé par l'analyse de sécurité, l'adversaire peut alors utiliser un autre point déjà prévu. On parlera aussi d'éviter les systèmes de détection basés sur la signature. Les attaques APT sont étroitement liées aux exploits Zero Day, qui contiennent des logiciels malveillants qui n'ont jamais été découverts ou déployés auparavant. Ainsi, les attaques APT peuvent facilement contourner les mécanismes de sécurité tels que les pare-feux, les logiciels antivirus, les IDS, IPS et les filtres anti-spam. Nous parlons aussi de la caractéristique qui s'appelle signe d'avertissement spécifique. Alors, les attaques APT sont généralement impossibles à détecter. Cependant, certains indicateurs d'une attaque incluent des activités inexplicables sur le compte utilisateur. La présence de chevaux de Troie, de portes dérobées pour maintenir l'accès au réseau, des transferts et des téléchargements de fichiers inhabituels, des activités inhabituelles sur les bases de données, etc. Alors, dans le paysage actuel des menaces, les organisations doivent accorder une plus grande importance et une plus grande attention aux APT. Pourquoi? Parce que les APT peuvent cibler les actifs informatiques, les actifs financiers, la propriété intellectuelle, voire même la réputation d'une organisation. Les contrôles de sécurité et les contrôles défensifs couramment utilisés ne suffiront pas à prévenir une telle attaque. Les attaquants à l'origine de telles attaques adaptent leur TTP en fonction des vulnérabilités et de la posture de sécurité de l'organisation cible. Ainsi, ils peuvent échapper au contrôle de sécurité de l'organisation cible. Pour lancer une attaque APT, les attaquants suivent un certain ensemble de phases pour cibler, pénétrer et exploiter le réseau d'une organisation.
Les attaquants doivent suivre chaque phase étape par étape pour réussir à compromettre et accéder au système cible. Les différentes phases du cycle de vie de l'APT sont les suivantes. D'abord, on commencera par la préparation. C'est la première phase du cycle de vie, au cours de laquelle un adversaire définit la cible, effectue des recherches approfondies sur elle, organise une équipe, construit ou obtient des outils et effectue des tests de détection. Les attaques APT nécessitent généralement un niveau élevé de préparation car l'adversaire ne peut pas risquer d'être détecté par la sécurité du réseau de la cible. Les ressources et des données supplémentaires peuvent être nécessaires avant de mener l'attaque. Un attaquant doit effectuer des opérations très complexes avant d'exécuter le plan d'attaque contre l'organisation cible. Ensuite, on parlera de l'intrusion initiale. Donc, cette phase consiste à tenter de rentrer dans le réseau cible. Les techniques couramment utilisées pour l'intrusion initiale consistent à envoyer des emails de spear phishing, à exploiter des vulnérabilités des serveurs accessibles au public. Donc, les emails de spear phishing semblent généralement légitimes, mais ils contiennent des liens malveillants ou des pièces jointes contenant des malwares exécutables. Ces liens malveillants peuvent rediriger la cible vers le site web ou le navigateur web et les logiciels de la cible sont compromis par l'attaquant à l'aide de diverses techniques d'exploitation. Parfois, un attaquant peut également utiliser des techniques d'ingénierie sociale pour recueillir des informations auprès de la cible. Après avoir obtenu des informations de la cible, les attaquants utilisent ces informations pour lancer d'autres attaques sur le réseau cible. Au cours de cette phase, un code malveillant ou un logiciel malveillant est déployé dans le système cible pour initier une connexion sortante. La troisième phase du cycle de vie s'appelle l'expansion. Donc, les principaux objectifs de cette phase de vie sont d'élargir l'accès au réseau de la cible et d'obtenir des informations d'identification. Si l'objectif de l'attaquant est d'exploiter et d'accéder à un seul système, alors il n'y a pas besoin d'expansion. Cependant, dans la plupart des cas, l'objectif d'un attaquant est d'accéder à plusieurs systèmes en utilisant un seul système compromis. Dans ce scénario, la première étape effectuée par un attaquant après une compromission initiale est d'élargir l'accès au système cible. L'objectif principal de l'attaquant dans cette phase est d'obtenir alors des informations de connexion administrative afin d'élever les privilèges et d'acquérir davantage d'accès au système du réseau. À cet effet, l'attaquant tente d'obtenir des privilèges administratifs pour le système cible initial à partir des informations d'identification et des utilisations mises en cache, des informations d'identification pour obtenir et conserver l'accès aux autres systèmes du réseau. Quand les attaquants ne parviennent pas à obtenir des informations d'identification valides, ils utilisent d'autres techniques telles que les réseaux sociaux, l'ingénierie sociale, l'exploitation des vulnérabilités et la distribution des périphériques USB infectés. Après que l'attaquant n'ait obtenu les identifiants du compte de la cible, il est difficile de suivre son déplacement sur le réseau, car il utilise un nom d'utilisateur et un mot de passe légitime. Cette phase d'expansion prend en charge d'autres phases du cycle de vie des APT. Lors de la phase de recherche et d'exfiltration, l'attaquant peut obtenir des données cibles en accédant au système. Les attaquants identifient les systèmes qui peuvent être utilisés pour installer les mécanismes de persistance et identifient les systèmes appropriés pour le réseau qui peuvent être exploités pour exfiltrer des données. Nous arrivons maintenant à la quatrième phase qui est la phase de persistance. Cette phase implique le maintien de l'accès au système cible, en commençant par contourner les dispositifs de sécurité des points finaux, tels que les IDS et les pare-feux, en rentrant dans le réseau et en établissant l'accès au système jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'utilisation des données ou des actifs. Pour maintenir l'accès au système cible, les attaquants suivent certaines techniques ou procédures qui incluent l'utilisation de logiciels malveillants personnalisés et d'outils de reconditionnement. Ces outils sont conçus de telle sorte qu'ils ne peuvent pas être détectés par les logiciels antivirus ou les outils de sécurité de la cible. Pour maintenir la persistance, les attaquants utilisent des logiciels malveillants personnalisés
qui inclut des services, des exécutables et des pilotes installés sur différents systèmes du réseau cible. Une autre façon de maintenir la persistance consiste à trouver des emplacements d'installation des logiciels malveillants qui ne sont pas fréquemment examinés. Ces emplacements incluent les routeurs, les serveurs, les pare-feux, les imprimantes, etc. La cinquième phase, c'est ce qu'on appelle la recherche et exfiltration. Au cours de cette phase, un attaquant atteint l'objectif ultime de l'exploitation du réseau, qui est généralement d'accéder à une ressource pouvant être utilisée pour mener d'autres attaques ou utiliser cette ressource à des fins financières. En général, les attaquants ciblent des données ou des documents spécifiques avant de lancer une attaque. Cependant, dans certains cas, même si les attaquants déterminent que les données cruciales sont disponibles sur le réseau cible, ils ignorent l'emplacement exact de ces données. Une méthode courante de recherche et d'exfiltration consiste à voler toutes les données, y compris les documents importants, les emails, les lecteurs partagés et d'autres types de données présentes sur le réseau cible. Les données peuvent également être collectées à l'aide d'outils automatisés tels que des renifleurs de réseau. Les attaquants utilisent des techniques de chiffrement pour échapper aux technologies de prévention de perte de données, ce qu'on appelle les DLP, dans le réseau cible. Et enfin, on arrive à la dernière phase qui est la phase de nettoyage. Il s'agit d'une phase au cours de laquelle un attaquant effectue certaines actions pour empêcher la détection. Il va supprimer les preuves de compromission. Les techniques utilisées par l'attaquant pour dissimuler sa piste peuvent inclure l'évasion et la détection, l'élimination des preuves d'intrusion et la dissimulation de la cible de l'attaque et des détails de l'attaquant. Dans certains cas, ces techniques incluent également la manipulation de données dans l'environnement cible pour induire en erreur les analystes de sécurité. Il est impératif pour les attaquants de faire apparaître le système tel qu'il était avant d'y accéder et de compromettre le réseau. Il est donc essentiel pour un attaquant de brouiller les pistes et de ne pas être détecté par les analystes de sécurité. Les attaquants peuvent restaurer n'importe quel attribut de fichier à son état d'origine. Les informations répertoriées, telles que la taille et la date du fichier, ne sont que des informations d'attributs contenues dans le fichier. Alors, on arrive vers une autre notion qui est la notion de cheval de Troie. Alors, selon la mythologie grecque antique, les Grecs ont gagné la guerre de Troie grâce à un cheval de bois géant, construit pour cacher leurs soldats. Les Grecs déposèrent ce cheval devant les portes de la ville de Troie. Les Troyens, pensant que le cheval était un cadeau des Grecs, voire même un cadeau de Dieu, et qu'ils l'avaient laissé avant de se retirer de la guerre. Donc, ils ont décidé de l'introduire dans leur ville. La nuit, les soldats grecs descendirent du cheval de bois et ouvrirent les portes de la ville pour laisser entrer le reste de leur armée, qui finit par détruire la ville de Troie. Inspiré de cette histoire, un cheval de Troie informatique est un programme dans lequel du code malveillant ou nuisible est contenu dans un programme ou des données apparemment inoffensives, qui peuvent ensuite en prendre le contrôle et causer des dommages, comme détruire les tables d'allocation de fichiers sur votre disque dur. Les attaquants utilisent des chevaux de Troie informatiques pour inciter la victime à effectuer une action prédéfinie. Les chevaux de Troie sont activés lors d'actions prédéfinies spécifiques des utilisateurs, telles que l'installation involontaire d'un logiciel malveillant, le clic sur un lien malveillant ou autre. Et lors de l'activation, ils peuvent accorder aux attaquants un accès illimité à toutes les données stockées sur le système d'information compromis et potentiellement invoquer de graves dommages. Par exemple, les utilisateurs peuvent télécharger un fichier qui ressemble à un film, mais qui, une fois exécuté, libère un programme dangereux qui effacera le disque dur ou envoie des numéros de carte de crédit et des mots de passe à l'attaquant. Un cheval de Troie est intégré ou attaché à un programme légitime, ce qui signifie que le programme peut avoir des fonctionnalités qui ne sont pas visibles pour l'utilisateur. En outre, les attaquants utilisent leurs victimes comme intermédiaires involontaires pour attaquer d'autres. Ils peuvent utiliser l'ordinateur d'une victime pour commettre des attaques DOS illégales. Les chevaux de Troie fonctionnent avec le même niveau de privilège que les victimes. Par exemple, si une victime bénéficie du privilège de supprimer des fichiers ou bien de transmettre des informations,
Le cheval de Troie bénéficiera exactement de mêmes privilèges. De plus, il peut tenter d'exploiter les vulnérabilités pour augmenter le niveau d'accès même au-delà de l'utilisateur qui l'exécute. En cas de succès, le cheval de Troie peut utiliser ses privilèges accrus pour installer d'autres codes malveillants sur la machine de la victime. Un système compromis peut affecter d'autres systèmes du réseau. Les systèmes qui transmettent des informations d'authentification, tels que les mots de passe, sur des réseaux partagés en texte clair ou sous forme trivialement cryptée sont particulièrement vulnérables. Si un intrus compromet un système sur un tel réseau, il pourra peut-être enregistrer les noms d'utilisateurs et les mots de passe ou d'autres informations sensibles. De plus, un cheval de Troie, selon les actions qu'il effectue, peut faussement impliquer un système distant comme source d'une attaque par usurpation d'identité, engageant ainsi la responsabilité du système distant. Les chevaux de Troie pénètrent dans le système via des pièces jointes à des emails, des téléchargements et des messages instantanés. Les dysfonctionnements informatiques qu'on va citer maintenant sont des indications d'une attaque par cheval de Troie. Par exemple, votre tiroir DVD s'ouvre et se ferme automatiquement, l'écran de l'ordinateur clignote, se retourne et est inversé par lui-même, les paramètres d'arrière-plan et le fond d'écran par défaut changent automatiquement, les imprimantes démarrent automatiquement l'impression de documents, les pages web s'ouvrent soudainement sans aucune intervention de l'utilisateur, les paramètres de couleur du système d'exploitation changent automatiquement, les économiseurs d'écran se convertissent en un message défilant personnel, bien le volume sonore qui fluctue soudainement. Donc, il y a une dizaine de symptômes qui indiquent la présence de ce type de malware. Par exemple, le clavier et la souris qui se fichent, bien le système qui s'éteint et redémarre de manière inhabituelle. Alors, il faut savoir que les attaquants créent des programmes malicieux tels que les chevaux de Troie pour les motifs suivants. D'abord, la suppression et le remplacement de fichiers, la génération de faux trafic pour effectuer des attaques DOS, l'utilisation du PC de la victime pour spammer et diffuser des emails, la désactivation des pare-feux, l'infection des PC, le vol d'informations sensibles, le chiffrement de la machine de la victime afin d'empêcher l'accès à la machine, l'utilisation du système cible pour stocker des archives et des matériaux illégaux tels que la pédopornographie, ou bien en tant que FTP serveur pour des logiciels piratés. Il faut savoir aussi que les amateurs de script voudront peut-être simplement s'amuser avec le système cible. Dans ce cas-là, un attaquant pourrait implanter un cheval de Troie sur le système simplement pour provoquer un comportement étrange du système. Nous avons aussi des attaquants qui pourraient utiliser un système compromis à d'autres fins illégales, de sorte que le système serait tenu responsable si les activités illégales étaient découvertes par les autorités. Il faut savoir que les ports représentent le point d'entrée principal et le point de sortie de tout trafic. Il existe deux types de ports, les ports matériels et les ports logiciels. Les ports du système d'exploitation sont des ports logiciels. Ils constituent généralement des points d'entrée et de sortie pour le trafic des applications, par exemple le port 25 pour le SMTP. Il est associé à tout ce qui est routage des emails entre les serveurs de messagerie. Nous avons de nombreux ports qui existent et qui sont spécifiques à une application ou à un processus. Il faut savoir que divers chevaux de Troie, utilisent certains de ces ports pour infecter les systèmes cibles. Les utilisateurs ont besoin d'une compréhension de base de l'état d'une connexion active et des ports, généralement utilisés par les chevaux de Troie, pour déterminer si un système a été compromis. Parmi les différents états, nous avons l'état écoute, qui est l'état le plus important dans ce contexte. Le système génère cet état lorsqu'il écoute un numéro de port en attendant de se connecter à un autre système. Chaque fois qu'un système redémarre, les chevaux de Troie passent à l'état d'écoute. Certains utilisent plus d'un port. Un port pour l'écoute, les autres pour le transfert de données. Les ports couramment utilisés pour les différents chevaux de Troie sont répertoriés dans la planche que vous voyez devant vous. Les chevaux de Troie sont classés en plusieurs catégories en fonction de cibles de fonctionnalités d'exploitation.
Certains types de chevaux de Troie sont répertoriés parmi les 14 que vous voyez. Nous allons essayer d'en expliquer quelques-uns. Nous avons d'abord les chevaux de Troie d'accès à distance, ce qu'on appelle les rangs. Alors, ils offrent aux attaquants un contrôle total sur le système de la victime. Ils leur permettent ainsi d'accéder à distance aux fichiers, aux conversations privées, aux données, etc. Il faut savoir qu'il est moins probable qu'un attaquant distant se connecte au cheval de Troie. Les attaquants du même réseau situé derrière le pare-feu peuvent facilement accéder aux chevaux de Troie. Par exemple, si on prend le cas de Jason, qui est un attaquant qui entend exploiter l'ordinateur de Rebecca, va installer un cheval de Troie à connexion inversée. Le cheval de Troie se connecte via le port 80 à l'attaquant. Il se trouve en Russie, établissant ainsi une connexion inverse. Désormais, Jason a le contrôle total de la machine de Rebecca. Les attaquants utilisent les rats pour infecter la machine cible afin d'obtenir un accès administratif. Les rats aident un attaquant à accéder à distance à l'interface graphique complète et à contrôler l'ordinateur de la victime à son insu. De plus, ils peuvent effectuer des captures d'écran, de caméras, etc. Et généralement, ils infectent les victimes via des attaques de phishing et des téléchargements et se propagent via des clés USB et des lecteurs de réseau infectés. Ils peuvent télécharger et exécuter des logiciels malveillants supplémentaires. Parmi les plus connus, nous avons le NG-RAT. Il est doté de puissantes capacités de vol de données. De plus, il en permet d'enregistrer les frappes de clavier. Il peut accéder à la caméra. Donc, si on essaie de voir ses caractéristiques, il permet ce qu'on appelle un accès distant à l'ordinateur de la victime. Il permet la collecte d'informations telles que l'adresse IP, le nom du hôte, le système d'exploitation. Il manipule des fichiers et des fichiers système. Il permet d'ouvrir une session à distance active permettant à l'attaquant d'accéder en ligne à la commande. Et il permet d'enregistrer les frappes de clavier, donc il joue le rôle de keylogger. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle les chevaux de Troie de type backdoor. Alors, une porte dérobée, c'est tout simplement un programme qui peut contourner l'authentification standard du système ou les mécanismes système conventionnels tels que les IDS et les pare-feux sans être détectés. Dans ce type de violation, les pirates exploitent des programmes de porte dérobée pour accéder à l'ordinateur ou au réseau de la victime. La différence entre ce type de malware et les autres types de malware est que l'installation de la porte dérobée est effectuée à l'insu de l'utilisateur. Cela permet à l'attaquant d'effectuer n'importe quelle activité sur l'ordinateur infecté, comme transférer, modifier ou corrompre des fichiers, installer des logiciels malveillants et redémarrer la machine. Alors, il faut savoir que les chevaux de Troie de porte dérobée sont souvent utilisés initialement dans dans le deuxième point d'entrée ou le troisième, ce qu'on appelle le command and control du processus d'attaque ciblée. Les principales différences entre un RAT et un cheval de Troie de porte dérobée traditionnel est que le RAT possède une interface utilisateur, c'est-à-dire le composant client, qui peut être utilisé par l'attaquant pour émettre des commandes au composant serveur résidant dans la machine compromise, contrairement à une porte dérobée. Par exemple, un pirate informatique effectuant une activité malveillante identifie des vulnérabilités dans un réseau cible. Le pirate informatique implante la porte dérobée, par exemple networkmonitor.exe, dans le réseau cible. Et la porte dérobée sera installée sur la machine d'une victime sur un réseau cible sans être détectée par les mécanismes de sécurité du réseau. Une fois installée, Network Monitor fournira à l'attaquant un accès ininterrompu à la machine de la victime et au réseau cible. On peut citer comme exemple Poison Ivy, qui donne à l'attaquant un contrôle pratiquement complet sur l'ordinateur infecté. L'outil administration à distance de Poison Ivy est créé et contrôlé par un programme ou un kit de gestion Poison Ivy. Ce kit se compose d'une interface utilisateur graphique et de portes dérobées. Ils sont peu
petit, généralement d'une taille inférieure à 10 kilooctets. Une fois la porte dérobée exécutée, elle se copie soit dans le dossier Windows, soit dans le dossier Système 32. Le nom de fichier et les emplacements des portes dérobées sont définis par le créateur. Et la porte dérobée, lors de l'utilisation du kit Poisoned Ivy, pour créer le programme serveur, certaines variantes de Poisoned Ivy peuvent se copier dans le flux de données alternatif, ce qu'on appelle le flux NTFS. Alors, il faut savoir qu'il possède plusieurs fonctionnalités, notamment les processus. Il peut visualiser les processus en cours d'exécution, les connexions réseau, fournir la liste des applications installées, il peut accéder aux shells de commande, il permet le vol d'informations ainsi que l'accès au mot de passe. Nous avons aussi les chevaux de Troie de type botnet. Donc, la plupart des attaques majeures sur les systèmes d'information impliquent des botnets. Donc, les attaquants, également connus sous le nom de bot herder, utilisent des chevaux de Troie de type botnet pour infecter un grand nombre d'ordinateurs dans une vaste zone géographique afin de créer un réseau de zombies, ce qu'on appelle bien un réseau de robots, pouvant prendre le contrôle via un système de commande et de contrôle. Ils incitent les utilisateurs d'ordinateurs à télécharger des fichiers infectés par un cheval de Troie sur leur système via le phishing, le piratage SEO ou bien la redirection d'URL. Une fois que l'utilisateur a téléchargé et exécuté le cheval de Troie botnet dans le système, il se reconnecte à l'attaquant en utilisant des canaux IRC et attend les instructions supplémentaires. Certains chevaux de Troie de type botnet possèdent également des fonctionnalités de verre. Ils se propagent automatiquement à d'autres systèmes du réseau. Ils vont aider l'attaquant à lancer diverses attaques et à effectuer des activités néfastes telles que les attaques de déni de service distribués. Parmi les chevaux de Troie botnet les plus connus, on citera Necure. Nous avons aussi des chevaux de Troie du type Rootkit, des chevaux de Troie de e-banking. Donc, tous ces chevaux de Troie sont réputés, si vous voulez, pour leur spécificité par rapport à la manière dont on les a créés. Donc, on va essayer de voir un peu plus près un des chevaux de Troie de type bancaire. Alors, il faut savoir que c'est des programmes malveillants qui permettent aux attaquants d'obtenir des informations personnelles sur des utilisateurs de banque et des opérations de paiement en ligne. Le fonctionnement d'un cheval de Troie bancaire, si vous voulez, se focalise autour des éléments suivants. D'abord, ce qu'on appelle le TAN Gaber. C'est un numéro d'authentification de transaction. C'est le TAN, Transaction Authentication Number. C'est un mot de passe en quelque sorte à usage unique qui permet d'authentifier les transactions bancaires en ligne. Les chevaux de Troie essaient d'intercepter les TAN valides saisis par les utilisateurs et de les remplacer par des nombres aléatoires. La banque rejettera automatiquement ce nombre aléatoire en valide. Par la suite, l'attaquant va utiliser le TAN intercepté avec des informations de connexion de la cible. Nous avons l'injection HTML. Les chevaux de Troie vont créer de faux champs de formulaires sur les pages des banques électroniques. Ils permettent ainsi à l'attaquant de collecter des détails du compte de la cible, son numéro de carte de crédit, sa date de naissance, etc. L'attaquant peut utiliser ces informations pour usurper l'identité de la cible et compromettre ainsi son compte. Nous avons les formes Garable. C'est tout simplement un formulaire Garable, c'est tout simplement un type de malware qui va capturer les données sensibles d'une cible de données telles que les identifiants, les mots de passe, etc. Donc, il analyse les requêtes POST et les réponses au navigateur de la victime. Il compromet l'authentification du clavier et il permet l'interception des entrées du clavier de brouillage lorsque l'utilisateur saisit son numéro de client et le code d'accès personnel. Nous avons aussi ce qu'on appelle le Cover Credential Garable. Ce type de malware reste inactif jusqu'à ce que l'utilisateur effectue une transaction financière en ligne. Il fonctionne secrètement pour se répliquer sur l'ordinateur et modifier les entrées du registre à chaque démarrage de l'ordinateur. Le cheval de Troie va chercher également des fichiers cookies stockés sur l'ordinateur lors de la navigation sur des sites web financiers. Une fois que l'utilisateur tente d'effectuer une transaction en ligne, le cheval de Troie vole secrètement
les identifiants de connexion, il va les transmettre aux pirates. Certaines méthodes utilisées par les chevaux de Troie bancaires pour voler les informations des utilisateurs sont les suivants: l'enregistrement de frappe, la capture de données de formulaires, l'insertion des champs de formulaires frauduleux, la capture d'écran et l'enregistrement vidéo, l'imitation du site web bancaire, la redirection vers des sites bancaires, ou bien les attaques de type man in the middle. Alors, on va essayer de voir un peu Dragonbot, qui est un cheval de Troie de e-banking. Alors, il est connu également sous le nom de versions mises à jour telles que Ursnif ou Godzi. Alors, les chevaux de Troie Dragonbot sont utilisés depuis longtemps par des pirates informatiques et ont été régulièrement mis à jour avec des fonctionnalités plus sophistiquées. Ils peuvent être livrés via des droppers, par exemple Emotet, ou le kit d'exploitation rig. Ce cheval de Troie peut également être injecté sous forme de macro dans un document Word et envoyé aux victimes via des courriers indésirables. Si ce cheval de Troie pénètre dans la machine de la victime, il va créer secrètement des clés et des processus de registre et tentera de se connecter à plusieurs serveurs de commandes malveillants. Après s'être connecté au serveur C2C, il effectuera un keylogin et enverra des données du keylog à l'attaquant. Ces données du keylog peuvent inclure les mots de passe des sites web bancaires, les messages OTP, les mots de passe de transactions sécurisées, des codes PIN, etc. Donc, nous avons aussi les chevaux de Troie de point de vente. Comme leur nom l'indique, les chevaux de Troie de point de vente, pour POS en anglais, Point of Sale, sont un type de malware financier frauduleux qui cible des équipements de point de vente ou de paiement, tels que les lecteurs de cartes de crédit. Les attaquants vont utiliser ces chevaux de Troie POS pour compromettre des équipements et récupérer des informations sensibles concernant les cartes de crédit telles que le numéro de carte, le nom du titulaire ou bien le numéro CVV. Étant donné que les points de vente jouent un rôle essentiel dans le secteur de la vente au détail, ces chevaux de Troie auront un impact plus important sur les commerces de détail et les clients de détail. La bande magnétique d'une carte de crédit est constituée de deux pistes appelées Track 1 et Track 2. Ceux-ci sont essentiels pour finaliser la transaction à l'aide d'un appareil POS. Track 1 et Track 2 contiennent des informations critiques liées à la carte de crédit. Une fois un cheval de Troie POS affecte et compromet un appareil POS, il tente de récupérer les informations Track 1 et Track 2 de la carte insérée dans l'appareil. Une fois que l'attaquant a acquis ces informations, il obtient le contrôle total de la carte et peut facilement commettre une fraude financière. On peut citer l'exemple de Glitch POS. Il est connu aussi sous le nom de Glitch POS-A, Glitch POS. Alors, c'est un faux jeu de chat qui est intégré à un malware et non affiché au moment de son exécution. Il s'agit d'un cheval de Troie qui se fait passer pour un jeu de chat. Lorsque la victime va installer ce jeu, le cheval de Troie sera exécuté en arrière-plan. Glitch POS est utilisé par les attaquants pour récupérer les informations de carte de crédit de la victime. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle les chevaux de Troie d'effacement. Donc, ils permettent de dégrader, si vous voulez. Pourquoi on les appelle comme ça? Parce qu'une fois répandus sur le système, ils vont détruire, modifier, voire même l'intégrité du contenu d'une base de données. Cependant, ils sont plus dangereux lorsqu'ils s'attaquent des cibles telles que les sites web, car ils modifient physiquement le format HTML sous-jacent, ce qui va entraîner des modifications du contenu. En outre, il faut savoir que des pertes importantes peuvent être subies en raison de la dégradation des cibles du commerce électronique par ces chevaux de Troie. Alors, on peut citer comme exemple le cheval de Troie Restorator. C'est un utilité, qui a fait pas mal de dégâts. Nous avons aussi les services les chevaux de Troie liés aux services protocolaires. Donc, ils peuvent prendre de l'avantage sur des protocoles vulnérables tels que VNC, HTTP, HTTPS ou ICMP. On peut citer le cheval de Troie VNC, qui lui va utiliser
Certaines faiblesses, donc pourquoi? Parce qu'il va démarrer un démon de serveur VNC dans le système infecté, donc sur la victime, grâce auquel l'attaquant se connecte à la victime à l'aide de n'importe quel visualisateur VNC. Étant considéré comme un utilitaire, ce cheval de Troie sera difficile à détecter à l'aide d'un logiciel antivirus. Donc les logiciels malveillants financiers bien connus, tels que par exemple Dridex ou bien NeverQuest et même Godzi, utilisent des modules informatiques du réseau virtuel caché HVNC, qui permet aux attaquants d'obtenir un accès niveau utilisateur à un PC infecté. Nous avons aussi des chevaux de Troie HTTP et HTTPS. Nous avons des chevaux de Troie ICMP, des chevaux mobiles, ceux dédiés aux IoT. Nous avons des chevaux de Troie destructifs, des chevaux de Troie destructifs, par exemple, comme Shamoon, qui utilise une charge utile qui s'appelle distrack, qui est configuré pour effacer toute la totalité du système, ainsi que tous les instantanés de l'interface bureau virtuel. Nous avons des chevaux de Troie d'élite service distribué ou bien des chevaux de Troie de commande shell. Alors, comment est-ce qu'on peut infecter un système via un cheval de Troie? Il faut savoir qu'un attaquant peut contrôler à distance le matériel et le logiciel du système en installant un cheval de Troie sur ce dernier. Une fois le cheval de Troie installé, les données deviennent vulnérables aux menaces. De plus, l'attaquant peut lancer des attaques sur des systèmes tiers. Les attaquants diffusent les chevaux de Troie de plusieurs manières. Comme on l'a vu précédemment, un cheval de Troie sont inclus dans les shareware fournis ou dans des logiciels téléchargeables. Lorsque les utilisateurs vont les télécharger, ils vont être infectés. Les attaquants aussi vont envoyer des chevaux de Troie sous forme de pièces jointes à des emails. Ou bien, différentes publicités pop-up tentent de tromper les utilisateurs. Ils sont programmés par l'attaquant de telle sorte que dès qu'il clique sur oui ou sur un non, le téléchargement sera effectué. Les utilisateurs sont parfois tentés de cliquer sur différents types de fichiers, tels que des cartes de vœux, des vidéos pornographiques, voire même des images susceptibles de contenir des chevaux de Troie. En règle générale, les attaquants infectent les machines cibles en utilisant des chevaux de Troie, conformément au schéma qu'on va détailler maintenant. Donc, durant l'étape 1, ils vont créer un nouveau paquet de cheval de Troie à l'aide de divers outils tels que Trojan Horse, Constructor Kit, ou bien Social Engineering Toolkit 7, ou bien Beast. Donc les nouveaux chevaux de Troie ont plus de chances de réussir à compromettre le système cible car les mécanismes de sécurité risquent de ne pas les détecter. Les chevaux de Troie peuvent être transférés sur la machine de la victime à l'aide d'un dropper ou d'un téléchargeur. Lors de l'étape 2, vous allez utiliser un dropper ou un téléchargeur pour tout simplement installer le code malveillant sur la cible ou bien sur le système de la victime. Le dropper va apparaître aux utilisateurs comme une application légitime ou un logiciel bien connu et un fichier de confiance. Cependant, lorsqu'il est exécuté, il va extraire les composants malveillants qui y sont cachés et il va les exécuter, généralement sans les enregistrer sur le disque afin d'éviter toute détection. Les droppers incluent des images, des jeux ou des messages inoffensifs dans leur paquet, qui vont servir de leurre pour détourner l'attention des utilisateurs des activités malveillantes. Ces téléchargeurs sont des logiciels malveillants, les transporteurs qui ne contiennent pas le fichier malveillant réel. Cependant, ils contiennent un lien à partir duquel le cheval de Troie réel peut être téléchargé. Lorsqu'un téléchargeur est exécuté sur la machine cible, il se reconnecte au serveur de l'attaquant et télécharge le cheval de Troie prévu sur la machine de la victime. Les droppers peuvent facilement échapper au pare-feu. Cependant, un téléchargeur peut être détecté à l'aide d'outils d'analyse du réseau. La phase 3, ou bien la troisième étape, consiste à utiliser un wrapper tel que Petit.exe, Graffiti.exe, eExpressWizard ou Elite Wrapper pour aider à lier l'exécutable du cheval de Troie à des fichiers légitimes afin de l'installer sur la machine cible. La quatrième étape consiste à utiliser un crypteur tel que BitCryptor pour chiffrer le cheval de Troie afin d'échapper à la détection par les pare-feux ou les IDS.
L'étape 5 consiste à propager le cheval de Troie en mettant en œuvre diverses méthodes telles que son envoi via des canaux manifestes et secrets, des kits d'exploitation, des emails et des messageries instantanées, incitant ainsi les utilisateurs à les télécharger et à les exécuter. Un cheval de Troie actif peut effectuer des activités malveillantes telles qu'irriter les utilisateurs avec des fenêtres contextuelles constantes, changer de bureau, modifier ou supprimer des fichiers. La sixième étape consiste à déployer le cheval de Troie sur la machine de la victime en exécutant le logiciel Dropper ou le Download Loader pour dissimuler le fichier déployé qui contient les logiciels malveillants encapsulés et chiffrés. La septième étape consiste à exécuter la routine de dégâts. La plupart des logiciels malveillants contiennent une routine de dégâts qui délivre des charges utiles. Certaines charges utiles affichent simplement des images ou des messages, tandis que d'autres peuvent même supprimer des fichiers, reformater des disques durs et causer d'autres dommages. La routine de dommages peut également inclure le balisage des logiciels malveillants. Les attaquants peuvent créer des chevaux de Troie en utilisant divers kits de construction de chevaux de Troie, tels que les Darkhawks, Virus Maker et Sena Spy Trojan Generator. Alors, les kits de construction de chevaux de Troie aident les attaquants à construire des chevaux de Troie et à les personnaliser en fonction de leurs besoins. Ces outils sont dangereux et peuvent se retourner contre ces derniers s'ils ne sont pas correctement exécutés. Les nouveaux chevaux de Troie créés par des attaquants ne sont pas détectés lorsqu'ils sont analysés par les outils d'analyse, car ils ne correspondent à aucune signature connue. Cet avantage supplémentaire permet aux attaquants de réussir à lancer des attaques. Alors, après avoir construit des chevaux de Troie prévus, les attaquants peuvent utiliser des droppers ou un téléchargeur pour transmettre le package du cheval de Troie à la machine de la victime. Les droppers sont des programmes utilisés pour camoufler les charges utiles de logiciels malveillants, susceptibles d'entraver le fonctionnement du système cible. Le compte-gouttes ou bien le dropper se compose d'un ou de plusieurs types de fonctionnalités de malware qui peuvent le rendre indétectable par un logiciel antivirus. De plus, le processus d'installation peut être effectué de manière furtive. Le dropper est exécuté en chargeant simplement son propre code dans la mémoire, et le malware, la charge utile, est ensuite extraite et écrite dans le système de fichiers. Ensuite, l'installation du malware arrive, donc le processus est lancé et la charge utile est exécutée. Emotet et Dridex sont des droppers bien connus que les attaquants utilisent pour déployer des logiciels malveillants sur la machine cible. Les téléchargeurs, par contre, sont des programmes qui peuvent télécharger et installer des programmes nuisibles, tels que les logiciels malveillants. Les téléchargeurs ressemblent dans une certaine mesure au compte-gouttes, donc au dropper. Cependant, la principale différence est qu'un téléchargeur ne contient pas lui-même de malware, contrairement à un dropper. Par conséquent, le téléchargeur doit passer par le scanner anti-malware. Il est possible qu'un nouvel attaquant inconnu utilise des téléchargeurs dans le cadre de la charge utile ou d'autres programmes nuisibles qui peuvent supprimer et installer furtivement le logiciel malveillant. Les téléchargeurs se propagent sous forme de fichiers camouflés joints à des emails et les programmes joints se font passer pour des programmes légitimes, tels que les droppers ou factures. Lorsque la victime ouvre le fichier infecté joint, le téléchargeur tente de contacter le serveur distant pour le récupérer directement d'autres programmes malveillants. Godzilla Downloader, Trojan Downloader ou W97M Downloader sont des téléchargeurs bien connus que les attaquants utilisent pour déployer des logiciels malveillants sur des machines cibles. Les wrappers, par contre, lient l'exécutable du cheval de Troie aux applications exécutables qui semblent authentiques, telles que les jeux et les applications de bureautique. Lorsque l'utilisateur exécute l'application encapsulée, il installe d'abord le cheval de Troie en arrière-plan, puis exécute l'application d'encapsulation au premier plan. L'attaquant peut compresser n'importe quel binaire quel qu'il soit, avec des outils tels que petit.exe. Cet outil décompresse un fichier .exe une fois compressé au moment de l'exécution.
Ainsi, il est possible que le cheval de Troie s'infiltre pratiquement sans être détecté, car la plupart des logiciels antivirus ne peuvent pas détecter les signatures contenues dans le fichier. L'attaquant peut également placer plusieurs exécutables dans un seul exécutable. Ces wrappers peuvent également prendre en charge des fonctions telles que l'exécution d'un fichier en arrière-plan et d'un autre sur le bureau. Techniquement parlant, les wrappers sont un type de glue rail utilisé pour lier d'autres composants logiciels entre eux. Un wrapper encapsule plusieurs composants dans une seule source de données pour la rendre utilisable de manière plus pratique par rapport à la source d'origine non encapsulée. L'attrait du logiciel libre peut inciter les utilisateurs à installer les chevaux de Troie. Par exemple, un cheval de Troie peut arriver dans un courrier électronique décrit comme une calculatrice informatique. Lorsque l'utilisateur reçoit l'email, la description de la calculatrice peut l'amener à l'installer, bien qu'il puisse s'agir en fait d'une application par défaut. Une fois que l'utilisateur installe le fichier d'application, le cheval de Troie est installé en arrière-plan et effectue d'autres actions qui ne sont pas immédiatement visibles par l'utilisateur. Un crypteur est un logiciel qui crypte le code binaire originel d'un fichier exécutable. Les attaquants utilisent les crypteurs pour masquer les virus, les logiciels espions et les enregistreurs de frappe. Ainsi, afin de les rendre indétectables par le logiciel antivirus. Certains crypteurs que l'on peut utiliser pour empêcher la détection de programmes malveillants par la sécurité des mécanismes sont BitCrypter, par exemple, qui peut être utilisé pour chiffrer et compresser des exécutables 32 bits des applications .NET sans affecter leur fonctionnalité directe. Un cheval de Troie ou un logiciel malveillant peut être crypté dans un logiciel légitime pour contourner les pare-feux et les logiciels antivirus. BitCrypter prend en charge une large gamme de systèmes d'exploitation allant de Windows XP jusqu'à Windows 11. Il existe d'autres outils tels que CypherX, Heaven Crypter, Battleship Crypter, etc. Alors, après avoir créé un cheval de Troie et utilisé un dropper ou bien downloader, un wrapper et un crypteur, l'attaquant peut transférer le package et le déployer sur la machine cible. L'attaquant peut utiliser n'importe quelle technique de propagation telle que l'envoi par email, par des canaux secrets, des serveurs proxy, par USB, voire même via un flash. On va prendre le schéma de l'envoi par email. Alors, un cheval de Troie, on avait dit, on peut l'envoyer, par exemple, par un email qui incite la victime à cliquer sur un lien qui est fourni. Dès que la victime clique sur le lien malveillant envoyé par l'attaquant, elle va se connecter directement au serveur hébergeant le cheval de Troie. Le serveur du cheval de Troie va envoyer ensuite un cheval de Troie au système de la victime qui s'installe automatiquement sur la machine de la victime et l'infecte. En conséquence, l'appareil de la victime établit une connexion avec le serveur d'attaque sans le savoir. Une fois que la victime se connecte au serveur de l'attaquant, ce dernier peut prendre le contrôle total du système de la victime et effectuer n'importe quelle action. Si la victime effectue une transaction ou un achat en ligne, l'attaquant peut facilement voler ses informations sensibles telles que les détails de la carte de crédit. Alors, le déploiement peut se faire aussi via des canaux secrets. Donc, over signifie fait référence à quelque chose d'explicite, d'évident. Donc, tandis que cover fait référence à quelque chose de secret ou de caché. Un canal over est un canal légal pour le transfert de données ou d'informations dans le réseau d'entreprise. Il fonctionne en toute sécurité pour transférer les données. Au contraire, un canal secret ou cover est un chemin caché illégal utilisé pour transférer des données depuis un réseau. Les canaux secrets sont des méthodes utilisées par les attaquants pour déployer et masquer des chevaux de Troie malveillants dans un protocole indétectable, pardon. Il s'appuie sur une technique appelée le tunneling qui permet à un protocole de transmettre sur un autre. Cela en fait un mode de transmission attrayant pour un cheval de Troie, car un attaquant peut utiliser un canal secret pour installer une porte dérobée sur une machine cible.
Les canaux secrets sont principalement utilisés par les attaquants pour échapper aux scanners antivirus et aux pare-feux déployés sur le réseau. Les victimes peuvent créer des canaux secrets à l'aide de divers outils tels que Ghost Tunnel version 2 et Electric Fish. Alors, Electric Fish, c'est tout simplement un outil de VPN nord-coréen. Donc, ces outils vont permettre aux attaquants de créer des tunnels secrets avec des protocoles tels que DNS, SSH, HTTP, HTTPS, voire même ICMP, pour déployer des chevaux de Troie et effectuer l'exfiltration des données. Alors, on peut aussi le faire via un serveur proxy. Donc, c'est pratiquement le même schéma que le schéma qu'on avait vu tout à l'heure, seulement que là, on va essayer de passer via un serveur proxy. Donc, les attaquants vont utiliser cette stratégie pour propager, déployer les chevaux de Troie de manière anonyme sur l'ordinateur cible. Donc là, ils peuvent utiliser des chevaux de Troie de type serveur proxy, tels que Linux Proxy 10, Proxy Trojan, Pink Sleepbot, Qbot, qui peuvent créer automatiquement des proxys et qui sont utilisés pour effectuer ces actions malveillantes. Nous avons aussi le déploiement via les supports tels que les USB ou les flash drives. Donc là, l'attaquant va tout simplement copier son malware dans un flash disk qu'il va laisser tomber ou bien le laisser sur une table ou ailleurs. Un utilisateur va le porter, va le brancher automatiquement, ce qui va causer l'infection de sa machine. Alors, il faut savoir que parfois différents types d'analyseurs antivirus sont déployés sur les réseaux cibles. Ces analyseurs antivirus ne permettent pas la propagation et le déploiement des packages aléatoires ou malveillants. Par conséquent, si on veut propager et déployer furtivement un cheval de Troie, donc ça devient un peu compliqué. Donc, pour cela, il faut savoir que les virus et les vers indétectables par les applications antivirus peuvent utiliser une des techniques suivantes, soit diviser un fichier cheval de Troie en plusieurs morceaux, et ensuite les compresser en un seul fichier. On peut écrire toujours notre cheval de Troie et l'intégrer dans une application ou un programme antivirus parce qu'il ne parviendra pas à reconnaître les nouveaux chevals de Troie. On peut modifier la syntaxe du cheval de Troie, ça veut dire on va convertir un script .exe par exemple en VB, ou bien on va remplacer l'extension .exe par .ppt ou bien .pdf. On peut modifier les contenus du cheval de Troie à l'aide d'un éditeur hexadécimal. On peut modifier la somme de contrôle et chiffrer le fichier. On n'utilisera jamais de cheval de Troie téléchargeable à partir d'Internet, parce que là, ça veut dire qu'ils sont déjà connus. Ou bien on va utiliser des outils de blinder ou de séparation, ce qu'on appelle des splitters, qui peuvent modifier les premiers octets des programmes de chevaux de Troie. Donc, tout ça, c'est dans le but, quelque part, de modifier leur signature. Ou bien, on peut effectuer une obfuscation et un morphing de code. Donc, le morphing est fait pour empêcher les antivirus de différencier entre les programmes malveillants et inoffensifs. Alors, un kit d'exploitation, c'est tout simplement une boîte d'outils qui est utilisée pour exploiter les failles de sécurité et pour pouvoir, si vous voulez, mener une attaque. Alors, euh, ces kits vont permettre d'exploiter la vulnérabilité et de distribuer les logiciels malveillants, tels que des virus, des chevaux de Troie ou autres. Les kits d'exploitation sont généralement livrés avec un code d'exploitation préécrit. Ainsi, ils sont faciles à utiliser pour un attaquant qui n'est pas expert en informatique ou en sécurité. Ils vont fournir également une interface conviviale pour suivre les statistiques d'infection ainsi qu'un mécanisme à distance pour contrôler les systèmes compromis. Donc, à l'aide de ces kits d'exploitation, un attaquant peut cibler les navigateurs, les programmes accessibles via les navigateurs, les vulnérabilités zero day et les exploits mis à jour instantanément avec de nouveaux correctifs. Donc, le diagramme projeté que vous voyez ici donc, montre généralement
si vous voulez, c'est la procédure générale pour un kit d'exploitation. Donc, le processus d'exploitation d'une machine peut varier en fonction du kit que vous allez utiliser. Par exemple, est-ce que la victime visite un site web légitime hébergé sur un serveur compromis? Est-ce elle sera redirigée via différents serveurs intermédiaires? Ensuite, elle atterrit sans le savoir sur un serveur d'exploitation qui héberge la page de destination du pack d'exploitation. Le kit d'exploitation rassemble des informations de la victime sur la base desquelles il détermine l'exploit et le transfert. Si l'exploit réussit, un programme malveillant est téléchargé et exécuté sur le système de la victime. Alors, le kit d'exploitation RIG est l'un des kits d'exploitation les plus populaires de ces dernières années. Avec sa large gamme de distribution de logiciels malveillants, RIG EK a été découvert pour la première fois en 2014. Il est efficace pour distribuer de nombreux exploits. Il a déjà été utilisé avec succès par des attaquants pour distribuer le ransomware CryptoBit, CryptoLock, CryptoShield, CryptoDefense, Saga, Sage, Spora, Revenge, Matrix, Philadelphia, Princess. Il a également été impliqué dans la distribution des chevaux de Troie, LatentBot, Pony, Ramnit. Il a aussi participé à la livraison du célèbre cheval de Troie bancaire Zeus. La dernière version du kit profite des versions obsolètes d'applications telles que Flash, Java, Silverlight, Internet Explorer, Microsoft Edge pour distribuer leur ransomware Cerber. Alors, il se caractérise par une landing page basée sur une redirection 302 standard. Il utilise un rotateur automatique de domaine pour éviter la mise sur liste noire et la détection et sa propre détection. Il utilise des exploits FUD qui sont entièrement indétectables. Il utilise une combinaison de différentes technologies web telles que le DOS, le WF, le JavaScript, Flash, etc. pour masquer ses attaques. En plus, le kit d'exploitation RIG est pris en charge pour différents navigateurs, ainsi que pour les CVE suivants, le CVE 2018, 4778, etc. Alors, je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine fois, on verra les concepts de virus et de vers. Donc, je vous dis bon courage, bonne soirée à tous et bonne fin de journée.